Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de la série de mini-cours de zéro à conciergerie, les secrets d'une conciergerie réussie. Donc aujourd'hui, dernier rendez-vous avec le thème, peut-être un des thèmes les plus importants après la démarche commerciale, qui est le ménage. C'est un impact qui est vraiment ultra déterminant dans nos activités, hein. On le voit tous les jours. Aujourd'hui, on a quand même des voyageurs qui se permettent de prendre des poussières en photo et nous demander des remboursements de la totalité du séjour. Donc on n'est pas sur quelque chose vraiment d'insignifiant. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Donc on va avoir deux éléments. C'est la gestion finalement des équipes de ménage et la gestion du linge. Parce que c'est vraiment deux choses qui sont liées. Donc il faut bien comprendre que les services de base d'une conciergerie, au départ, hein, et c'est ce pourquoi en général les propriétaires nous contactent, c'est pour des questions de ménage, de blanchisserie et de remise de clés. Parce qu'au départ, ils le font eux-mêmes. Et puis ensuite, ils se rendent compte que ça demande quand même pas mal de temps, mais certains souhaitent garder la gestion de l'annonce, etc. Donc voilà, on est quand même confronté beaucoup à ça. Avant qu'on parle d'intendance et de commission et de revenu management, etc., le métier de base de la conciergerie, c'est quand même ça. Donc si on doit être bon dans un domaine, c'est quand même ça. Il faut quand même se rappeler de ça. Première étape, ça va être le recrutement d'une équipe de ménage. Principalement, on va travailler dans un premier temps, en tout cas, avec des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est une entreprise finalement, comme nous, hein. Vous pouvez avoir une conciergerie auto-entrepreneur et vous allez faire appel à des auto-entrepreneurs en fait en ménage pour vous aider justement à développer votre activité. Il y a plusieurs choses en fait à savoir quand vous allez travailler avec des auto-entrepreneurs. Déjà, c'est qu'il n'y a pas de lien de subordination, donc il va falloir faire très attention par rapport à ça. C'est-à-dire que ils sont indépendants et vous aussi. Il n'y a pas de supériorité hiérarchique, donc vous n'avez pas à leur donner d'ordre. Et c'est là où ça va être un peu sensible dans la gestion des équipes, c'est que à un moment donné, il va bien falloir leur dire d'aller effectuer telle prestation dans tel logement, mais en soi, on n'est pas censé leur donner d'ordre. Donc, il va falloir utiliser une communication qui soit vraiment très très ajustée pour pas que vous rentriez finalement dans ce cas de figure. L'intérêt aussi, pour vous protéger, c'est que ces auto-entrepreneurs aient plusieurs clients. Sinon, il y a un risque aussi de salariat aiguisé. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est des indices. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se rend compte que il y a des messages ou des mails, on donne des ordres en fait à quelqu'un, que finalement le seul client ou le client majoritaire de cet auto-entrepreneur, en fait, c'est vous. Tout ça, ce sont des petites indications où on va se dire, tiens, serait peut-être sur un cas de salariat aiguisé, donc on va les creuser en fait un petit peu plus. Donc c'est là-dessus où il faut vraiment faire attention, et ça va aller finalement jusqu'aux annonces de recrutement. Nous, c'est vrai qu'on fait vraiment très attention par rapport à ça. Nos annonces, elles sont ultra libres. C'est-à-dire que c'est l'auto-entrepreneur qui fixe ses prix. Alors si après, ces prix sont complètement déconnants par rapport à nos forfaits, tout simplement, on ne travaillera pas ensemble. Mais c'est pas moi qui vais imposer le prix. C'est-à-dire que c'est l'auto-entrepreneur qui fixe ses prix et ses horaires sont libres. C'est-à-dire que ça, on le verra après, mais nous, nos prestataires sont rattachés donc à une annonce. Une fois qu'il y a une réservation, ça leur envoie un mail automatiquement et ils sont libres de prendre la prestation ou pas. Donc en général, ils la prennent en fait à chaque fois, qu'ils sont rattachés sur l'annonce, mais en soi, il n'y a aucune obligation. Et c'est en ça que ça vous protège aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, le prestataire ne veut pas le faire ou ne le souhaite pas, il peut refuser la prestation. Et à charge, nous, on voit ensuite toutes les prestations qu'il y a à faire et on mettra quelqu'un d'autre s'il faut. Et ça, c'est vraiment important de vous couvrir par rapport à ça. Deuxième élément, ça va être le recrutement. Comment on arrive en fait à les trouver. Alors autant quand vous aurez un peu d'expérience, ça sera plutôt sur la recommandation, c'est-à-dire que un peu comme on a finalement aujourd'hui, c'est plutôt les équipes de ménage qui nous contactent pour savoir si on a des besoins ou pas, plutôt que nous qui allons les chercher. Mais dans un premier temps, si vous n'avez pas ces contacts-là, vous pouvez passer des annonces. Nous, c'est comme ça qu'on a fait au départ, donc toujours la même chose. Sur le Bon Coin, je me propose. Sur les groupes Facebook, ça marche très très bien. Donc, en général, trouver une équipe de ménage, c'est pas vraiment le souci. Ça va être relativement faisable. Ce qui va être plus compliqué par la suite, ça va être de trouver des équipes qui sont vraiment sérieuses et vraiment sur le long terme. Parce que certaines vont vous faire du bon boulot sur la première prestation, et après, ça va être un peu une catastrophe. Moi, à titre d'exemple, je pense qu'on a fait le tour à peu près de toutes les équipes. Grosso modo, on garde 20% des équipes sur notre secteur.
C'est-à-dire qu'on en éjecte 80%, quoi. Donc, ce qui est quand même énorme, hein. Donc il y a un niveau de prestation aujourd'hui sur le ménage, et je pense qu'on n'est pas sur le seul secteur qui est comme ça, mais voilà, c'est une réelle problématique. Donc on a fait nos démarches de recrutement, on a une personne ou plusieurs personnes qui nous contactent, donc après la prochaine étape ça va être le rendez-vous. Là je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne. J'ai eu plusieurs cas, soit je les faisais sur place, soit je les faisais juste au téléphone, mais après ça reste toujours le même principe. De toute façon, on ne jugera jamais de la qualité d'un prestataire en fait au téléphone. Voilà. Il peut me dire ce qu'il veut, qu'il a une expérience de 20 ans dans les chalets de luxe, etc. Moi, je sais que je vais devoir le former en fait derrière. Voilà. Donc, c'est très rare de rencontrer quelqu'un à qui il faudra pas le monter en fait en compétence. Mais c'est toujours le même principe. Je vais leur demander leur expérience, comme ça je vois un petit peu où est-ce qu'ils en sont, et on va faire un test. Voilà. Si tout le monde est OK, et évidemment que le forfait convient à tout le monde, on va faire un test. Donc dans un appartement pour voir si déjà si nous on est satisfait, si le prestataire lui ça lui convient aussi, ce type de prestation. Et suite à ça, de toute façon, ce sont des équipes qui vont être formées derrière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir constater les forces et les lacunes finalement de chaque prestataire. Si tout va bien, ben, ça c'est un coup de chance, donc ça c'est formidable, c'est quand même assez rare. Et sinon, on va aller travailler finalement les points qui sont un petit peu plus sensibles. Donc pareil, comme on est avec des auto-entrepreneurs, attention par rapport à ça, bien leur poser la question en fait en amont, leur expliquer vraiment qu'on travaille en équipe, expliquer le contexte Airbnb de ce qui peut ce qui peut se passer. Nous c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus, parce que si on perd nous le forfait ménage et 30% de la première nuitée, ben, on n'a plus de forfait ménage. Donc le prestataire, ben, il pourra pas être réglé, quoi. Donc on travaille vraiment ensemble par rapport à ça. Donc sur la formation des équipes, on a plusieurs choses. Tant que l'équipe fournit pas une prestation finalement de qualité, on va avoir tout un système de checklist. C'est-à-dire que comme je le propose sur le groupe privé, on a une liste finalement, c'est une liste qui est modifiable, que chacun modifie en fonction de sa conciergerie, des biens, etc. Mais c'est une liste où la personne elle a juste à cocher des cases les unes après les autres à chaque fois qu'elle a terminé. Et à la fin, la date. Et ainsi, en fait, c'est le même système que vous pouvez retrouver, je pense que vous avez déjà vu dans les grandes surfaces, dans les aires d'autoroute, où vous avez toujours quelqu'un, vous avez le nom, prénom du prestataire ou de la personne, et qui signe au bout. C'est comme ça, nous, qu'on a utilisé ce système-là. On s'est dit, c'est peut-être pas con, au final, parce que de dire à quelqu'un, oui, mais ça, c'était ça. Déjà, ça met un coup, en fait, au moral, et puis ça change pas, en fait, ça change pas grand-chose. Alors que là, on a une liste, la personne, elle va cocher et elle va signer. Donc, finalement, elle s'engage sur le papier. Alors, en soi, il n'y a rien, il n'y a aucune conséquence derrière. Mais ça va ancrer quand même son engagement sur le fait qu'elle a quand même signé en fait un papier, comme quoi tout ça s'était fait. Donc, à un moment donné, si elle signe et que c'est pas fait, bah, vous saurez quoi faire. À un moment donné, on va pas forcer les gens en fait à travailler par rapport à ça. On va effectivement aussi les former sur le respect des délais, parce qu'on est sur une activité de courte durée, et c'est vrai qu'on a demandé que ça soit non seulement propre, mais en plus dans un temps presque record, c'est-à-dire que elles vont pas avoir toute la journée. Et on va leur indiquer aussi les normes de présentation. Donc ça, vous savez, en fonction de ce que vous avez, des appartements, des maisons, des chalets, etc. Il y a une présentation bien spécifique. Et ces équipes-là vont être formées finalement jusqu'à temps que tout ça, en fait, ça soit ancré. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire ces tests-là, de trier les équipes, de garder vraiment celles qui travaillent le mieux, parce que derrière, ce sont elles qui vont dupliquer finalement ce format-là. L'étape 3, ça va être la gestion de tes équipes. Donc c'est pareil, planification, coordination. Nous, vous savez, on travaille avec Passe-Passe, donc c'est vrai que c'est assez pratique, comme je le disais en fait au début de la vidéo. Elles sont connectées finalement sur l'annonce en question, elles reçoivent un mail. Tout est paramétré. Nous, on voit sur le calendrier si la prestation elle a été acceptée ou pas. Donc pour ça, c'est quand même top. Le matin, quand elles doivent intervenir, elles reçoivent un SMS automatique à 8h pour leur rappeler au cas où que si elles avaient oublié, elles ont une prestation en fait à tel endroit. C'est vrai que pour ça, ça rend quand même pas mal de services. Deuxième point, ça va être notre force à nous, c'est qu'on a un contrôle qualité systématique. C'est-à-dire que ça, c'est un engagement.
dans notre offre auprès de nos clients, et c'est pour ça qu'on a une commission aussi qui est plus importante, parce que ça demande forcément du temps supplémentaire, c'est qu'on va vérifier systématiquement toutes les prestations. Et d'autant plus dans les chalets, il est bien un peu plus premium, c'est-à-dire que le jour de l'arrivée des voyageurs, on va se rendre sur place pour vraiment être sûr qu'il y ait vraiment rien. Parce que la problématique sur les chalets, c'est que parfois, on peut avoir des mouches qui viennent s'écraser dans un couloir, etc. Les mouches n'y étaient pas quelques jours avant, mais le jour de l'arrivée, elles sont là, ça fait toujours mauvais genre. Et on a déjà eu une demande de remboursement pour ça. Hein. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on fait en plus. Pour nous, c'est normal. D'une, parce que ça fait partie de notre offre. Et en plus, comme on est quand même sur des montants et un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important, ce déplacement-là, il est d'autant plus justifié. Quoi. Parce qu'à un moment donné, si vous prenez 25% sur des montants qui sont parfois 3-4 fois supérieurs et que vous laissez un chalet dans cet état-là, ça peut vite être un peu compliqué. Troisième point avec les équipes, c'est qu'il y a un feedback constant. Alors, il y a un feedback déjà avec Passe-Passe, parce qu'il est demandé à l'arrivée des voyageurs de noter finalement le ménage. Et comme le prestataire il est rattaché en fait à l'annonce, quand le voyageur donc il va mettre sa note sur le ménage, le mail il va partir chez nous avec la note et il va partir aussi chez le prestataire. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, donc elle va le recevoir et elle sait que nous on l'a reçu aussi. Et quand on a un 5 étoiles, elle le reçoit aussi. Donc ça va finalement lui donner un retour sur ce qu'elle vient de faire. Parce que souvent le problème sur le ménage, c'est que elles font la prestation et après en fait elles se disent bon bah s'ils disent rien c'est que ça va, mais ils n'ont pas de retour. En plus de ça, nous à chaque fois qu'on a un retour comme ça, donc le plus souvent on est sur du 5 étoiles, donc on va les remercier vraiment encore plus. L'idée c'est de pas les contacter uniquement quand ça ne va pas. Voilà. Il faut avoir ce suivi constant avec ces équipes. Et encore une fois, on travaille tous ensemble. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Moi, j'ai besoin des équipes de ménage pour développer l'activité. Les équipes de ménage ont besoin de nous parce que c'est nous qui les alimentons sur cette activité-là. Donc, c'est important de créer comme une petite famille. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Nous, on les considère pas comme des prestataires en leur disant allez faire le ménage ici. Non, déjà, elles nous voient en permanence parce que de toute façon, on se dirige sur place pour récupérer le linge, etc. Donc, on les croise en fait régulièrement. Et c'est vraiment important d'avoir cette dynamique avec les équipes. L'étape 4, ça va être la montée en compétences des équipes. Donc ça, c'est vraiment important et ça va en plus vous protéger puisque une équipe de ménage, quand elle démarre, elle va prendre un bien, deux biens, trois biens. Et l'idée pour elle, après, ça va être d'en prendre de plus en plus. Mais pour ça, il va falloir qu'elle développe aussi, elle, son équipe. Et ça, on va l'aider, finalement, on va l'aider à le faire parce que l'idée, c'est que elle ait aussi d'autres clients. Encore une fois, il faut absolument pas qu'on soit son client majoritaire. Donc, ça concourt aussi à ce qu'elle développe son organisation tout en gardant en fait un service qualité qui soit vraiment super important. Et à terme, dans l'idéal, peut-être que c'est cette personne-là qui a créé toutes ces équipes, elle pourra avoir cette mission aussi de gouvernance. C'est-à-dire qu'elle est checker à notre place et avoir même peut-être des missions de formation pour aller former justement les autres équipes pour arriver à ce même niveau. C'est un peu un idéal, hein, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Voilà sur la partie des équipes de ménage. On va passer tout de suite sur la gestion du linge qui va être un peu plus courte. Et en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas de solution miracle sur la gestion du linge. Parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous avez dans votre secteur. Nous, on est passé, c'est vrai, par plusieurs stades. Parce que en fait, vous allez voir que plus vous allez évoluer, et puis il y a des services qui vont se rajouter dans votre secteur qui n'existaient pas quand vous êtes arrivé. Donc tout ça, c'est en pleine évolution. Nous, comme beaucoup, on a commencé par gérer nous-mêmes le linge propriétaire. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que étiqueter tous les linges, etc. C'est bien, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Après, on est passé sur de l'achat de linge. On s'est dit ça serait quand même plus simple qu'on ait notre propre linge, comme ça, on se prend finalement plus la tête à se demander en fait à qui est le linge. Donc du coup, ça veut dire que derrière, il faut faire appel à une blanchisserie. La blanchisserie en question était pas déjà en termes de tarifs, c'était pas super intéressant.
et ça revenait pas toujours bien repassé, ou avec des taches, ou voire avec des trous, parce qu'ils ont des systèmes en fait de machines qui chauffent en fait à des températures extrêmes. Donc si on avait des linges avec des petits boutons en plastique, ça pouvait les cramer. C'est plein de petites choses comme ça que vous ne savez pas en fait au départ. Ensuite, on est passé par la location de linge, donc on a eu un prestataire, donc un prestataire local, on va dire, donc c'était pas quelque chose d'industriel. Donc là, c'était quand même, c'était quand même beaucoup mieux finalement que l'achat de linge et de donner le linge à une blanchisserie, parce que le problème de la blanchisserie, ça veut dire qu'il faut faire un bon de commande quand ça part, quand ça revient, il faut aller recompter pour vérifier que ça correspond bien au bon de commande que vous aviez donné et qu'il n'y a pas de trou, etc. Enfin, c'est un temps, voilà, c'est un temps qui est vraiment très important. La location de linge, ça, c'est cet avantage que, à la limite, bah, vous commandez ce que vous avez besoin. À la fin du séjour, on remet tout le linge finalement dans un sac, on le rend à la blanchisserie ou au prestataire qui fait la location de linge, terminé. Voilà, donc c'est un gain de temps qui est quand même super important. Pour autant, il faut bien considérer que c'est pas la solution miracle. Que sur la location de linge, donc ils font des kits, donc ça arrive comme ça, vous les commandez. Il peut arriver que sur certains kits, bah, on ait des tâches, qu'il y a un kit où il y a un oubli, il manque une taille, où il y a un trou à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faudra bien penser à faire du stock au cas où. Donc c'est une charge supplémentaire. Il faut essayer de négocier aussi avec le prestataire des questions de délai, parce que souvent sur la location de linge, ils vont mettre une semaine ou 15 jours. Semaine, 15 jours, c'est quand même un petit peu juste hein, dans nos activités. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. C'est pour moi une des solutions les plus simples, mais en même temps, ça dépend de chaque secteur. Vous pouvez avoir en fait des coins où le plus avantageux c'est plutôt l'achat de linge parce que vous bossez avec une blanchisserie qui fait un boulot impeccable, qui vous rend le linge nickel, il n'y a jamais de tâche, il n'y a jamais rien, et à ce moment-là, formidable. Il faut tester, analyser tout ce qu'il y a en fait dans vos secteurs et prendre ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Ce qui vous prend finalement le moins de temps possible, parce que tout le temps que vous avez passé là-dedans, bah, vous ne passez pas à faire de la prospection et à signer des contrats. Donc c'est toujours ce rapport-là entre le temps passé et au final à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai réellement fait de ma journée. Donc vraiment important par rapport à ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la gestion des équipes de ménage et de linge. On est sur la fin de cette série de vidéos sur ce mini-cours. J'espère que ça vous aura aidé dans le développement ou si vous créez votre activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, soit dans les commentaires ou en message privé. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao!